Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans Eduxsoir, cette tranche vespérale qui nous permet d'entrer toujours en contact avec vous, avec beaucoup de leçons, les dossiers et les invités à découvrir parce qu'il y en a façon sur cette tranche d'information vespérale. Nous voici à ce nouveau numéro, nous allons évoquer de la pollution sonore à Kinshasa, les causes. Vous le savez, est-ce que c'est toujours dans des terrasses qu'il y a pollution? Est-ce que c'est toujours dans les rues de Kinshasa qu'il y a pollution? Nous allons découvrir ensemble avec Chanchan Moutoupa des formes de pollution sonore ici chez nous, mais également les causes de ces pollutions sonores. Et aussi, il y aura quelques propositions. Entrepreneuriat et jeunes, nous avons tous cette pression de la communauté, nous disons, nous devrons entreprendre. Mais comment y aller? C'est toujours avec ces questions que nous devons nous maintenir dans ces caps que nous voulons tous embrasser dans l'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons des informations suffisantes? Nous aurons sur ces plateaux un chevronné, un habitué de l'entrepreneuriat, lui qui va prêcher par son exemple comme méthode pédagogique pour nous faire passer la puce à l'oreille, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir un bon leadership et un bon management dans la gestion des troupes quand on est entrepreneur. Mesdames, Messieurs, Eduxsoir, merci pour votre fidélité et votre patience et votre accompagnement sur nos programmes. Nous prenons la virgule, question de recevoir sur ces plateaux le tout premier intervenant et il s'agira d'Igo Ngoy qui est chef d'entreprise. Il est à découvrir juste après cette virgule. Ne partez pas, on est ensemble. Avec notre invité sur ces plateaux, il va devoir aussi se présenter lui-même parce qu'il a plusieurs casquettes. Bonsoir Igo Ngoy. Bonsoir monsieur. Est-ce que nous pouvons avoir plus d'éclaircissements sur ce que vous avez comme qualificatif comme notre invité de ce soir? Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ce beau plateau d'Educ TV. Merci. Mon nom c'est Hugo Kalenga, comme vous l'avez dit. Oui, je suis gestionnaire des ressources humaines de formation. Et puis, après cette formation, j'ai dû commencer par travailler quelque part. Et puis, je me suis lancé dans ce domaine qui est un peu plus risqué, l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, vous êtes de ceux qui ont cru que les salaires n'étaient pas riches. Vous avez abandonné votre emploi pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Effectivement. Explique-nous, parce que là, nous avons votre expérience comme méthode ou outil pédagogique pour nos téléspectateurs ce soir. Comment c'était pendant que vous travaillez et basculer pour travailler pour vous-même? Merci beaucoup. Tout d'abord, il est important de savoir que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a des questions existentielles qu'on doit se poser. C'est le fait de se poser pour savoir si vous voulez apporter une solution dans un domaine donné, parce que nous sommes censés apporter des solutions dans notre environnement. Alors, si vous identifiez un problème et que vous pensez que vous pouvez vous lancer dans quelque chose, apporter des solutions à ces derniers, eh bien, vous pouvez vous lancer. C'est déjà ça, le départ. Et vous avez observé le problème. Et c'est que nous voulons comprendre que quand vous avez travaillé pour d'autres structures, et vous vous êtes décidé volontairement de pallier aux problèmes que connaît la communauté. Ces changements-là, des statuts que je vais comprendre, comment vous l'avez vécu? Ok, c'est d'abord pas facile, parce que quand vous travaillez dans une structure, tout ce qui vient risque ou quoi que ce soit, ça ne vous concerne pas. Ce qui fait que... aucune charge en tout cas. Aucune charge. Donc vous êtes là, vous travaillez tout simplement, vous recevez les ordres, et quand vous voulez changer, donc quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, c'est tout un risque que vous prenez, parce que vous ne savez tout d'abord pas ce qui vous attend là, c'est pas évident. Alors il faut beaucoup de courage pour se lancer dans un
trucs qu'on ne connaît pas. Parce que quand on se lance, ça signifie qu'on ne sait pas. On se lance à l'eau et dans le vide comme ça. Quelle prise de risque? Effectivement, c'est très risqué. Mais tout d'abord, il faut savoir, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, il faut savoir ce que vous voulez effectivement faire. Alors, vous êtes sur ces plateaux parce que vous avez vécu les deux et vous vivez les deux. Vous avez travaillé pour des structures. L'avantage que vous venez de nous faire part, vous serez rémunéré sans conséquence. Qu'il y ait de pertes dans votre entreprise, qu'il y ait des charges énormes, mais vous attendez ce que vous deviez de droit comme traitement. Maintenant, vous avez passé de l'entrepreneur comme chef d'entreprise vous-même. Comment vous l'avez commencé cette entreprise? Tout d'abord, j'ai commencé parce on doit admettre que nous sommes dans un pays où il est difficile d'avoir accès aux moyens avec lesquels commencer. Vous parlez des moyens de financement. Ouais, le financement, il est vraiment difficile de l'avoir. C'est comme ça qu'il est toujours conseillé de commencer quelque part. Ah, très bien. Avoir un peu de moyens, hein, c'est un sens de sacrifice. Avoir un peu de moyens, identifier tout d'abord ce que vous voulez faire, c'est poser des questions. Combien ça va me coûter? Où est-ce que je vais m'implanter? Et puis, dès lors, vous commencez à travailler et puis vous fixez un temps dans lequel vous pouvez arriver. Donc, votre premier travail ou votre premier statut d'employé vous a permis d'économiser pour qu'en retour, vous soyez vous-même les financiers de votre propre projet. Effectivement. Comment c'était? Parce qu'on sait que les salaires, ça a un caractère alimentaire et social. Et comment, derrière ces salaires, vous avez pu carrément avoir les financements pour ces projets? Merci bien pour la question. Moi, je trouve que tout commence par un. Peu importe le montant ou le salaire que vous pouvez avoir, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous devez obligatoirement, dans le peu que vous avez, dégager un montant alloué à votre objectif avant toute charge. Parce que, vous l'avez dit, le salaire a un caractère un peu, surtout ici chez nous, c'est pas toujours évident. Alors, on commence tout d'abord par prendre le montant que vous vous fixez chaque mois pour atteindre vos objectifs. Et puis, c'est le reste qui va vous permettre de fonctionner. Et puis voilà. Alors que nous sommes dans une société où certains qui nous regardent vous diront « Mon salaire d'abord, je n'arrive pas à les gérer pendant 15 jours. Comment je ferai pour économiser, pour épargner afin de financer le prochain projet que je vais mettre en place? Est-ce que vous n'avez pas été dans une situation de faveur où votre salaire vous a permis ou vous permettez de nouer les deux bouts du mois et que vous avez pu économiser durant cette période salariale? Merci. Les économistes ont un principe, enfin, ils peuvent mieux nous expliquer. Ils disent que les moyens sont toujours limités et les besoins sont illimités. C'est ça, il y aura toujours des besoins. Peu importe le salaire qu'on peut vous donner, vous aurez toujours de besoins à faire avec. Ce qui fait que vous êtes contraint. Tout est question de volonté. Vous êtes contraint dans ce que vous avez. Dégagez tout d'abord. Excusez-moi de parler un peu de ça, mais c'est ça. Dans le sens où on vous dit à l'église, par exemple, commencez d'abord par sortir la dîme. La dîme. Peu importe le problème que vous avez, vous commencez par la dîme. Dès que vous mettez la dîme à côté, c'est alors que vous commencez à faire vos dépenses. Voilà. Et c'est ce qui vous a permis à financer l'entreprise que vous avez mise en place et le courage. Pourquoi, si jeune, vous avez préféré arrêter avec d'être employé pour vous lancer vous-même, bien que vous avez identifié le problème, mais ça ne vous rassurait pas aussi à mener la solution directement. Pourquoi si jeune vous avez abandonné pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Comme vous l'avez évoqué, on dit toujours que les salaires ne rendent pas riches. Alors, c'est la plus grande motivation, c'est les objectifs. Les objectifs que j'ai m'ont permis de me dire qu'il est important tout d'abord de commencer quelque chose. Les objectifs vous ont poussé à abandonner un secteur pour vous lancer dans un autre. Et maintenant, nous parlons
de votre statut actuel d'entrepreneur, chef d'entreprise, les qualités d'un manager. Vous ne serez pas appelé à travailler seul, bien que d'autres entreprises, des startups, sont limitées. Vous pouvez être seul, vous êtes votre propre patron, vous êtes à 2 ou 3. On peut vous poser même cette question, c'est comment la taille de votre entreprise actuelle? Est-ce un start-up, c'est un établissement, c'est une entreprise, sans aller dans les détails d'effectifs de votre propre entreprise? Voilà, merci. Je ne suis pas seul. J'ai une petite équipe, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est la fausse modestie. J'ai une très petite équipe que je suis en train petit à petit d'étendre, Voilà. tenant compte aussi du besoin qui se présente dans la structure. Alors, vous êtes manager, les qualités. Okay. D'abord, vous avez fait des études de ressources humaines. Je peux dire que vous êtes manager de la ressource humaine. Comment vous, pas dire manipulateur, comment vous gérez les gens pour asseoir votre business? Merci. Tout d'abord, un bon manager a comme qualité d'or l'écoute. Écoute. Le sens de l'écoute. Ah bon? Voilà, parce que tout ce qu'on dit ici, c'est des choses qui sont entrées. C'est des intrants. Mais c'est votre propre projet. Comment vous voulez encore écouter? Non, là, vous parlez déjà, je suis dans la boîte avec les collaborateurs, avec l'équipe. Super. Ça signifie que qu'est-ce que je dois avoir comme qualité? Très bien. Pour mieux mener ma structure. Parce que si on essaie un peu de survoler en définissant l'entreprise, qui est une entité réunissant les ressources matérielles, financières, humaines, produisant de biens ou services destinés à être vendus sur le marché en vue de produire des bénéfices. Parce que toute structure, quand elle se crée, l'objectif premier, c'est de créer de profits. Ici, je ne veux pas entrer dans les détails pour faire la différence entre une entreprise publique et privée, parce que là, on sait que souvent dans les structures publiques, c'est pour rendre service. On rend des services. D'accord. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un profit. Très bien. Mais dans les structures ou dans les entreprises privées, l'objectif, c'est d'avoir de bénéfices. Et pour atteindre ces objectifs-là, on est obligé de passer par l'homme. Voilà. L'homme, qui est jadis ou qui était considéré comme une charge pour une structure, est devenu ou doit être considéré comme une ressource. Raison pour laquelle on est passé de la gestion du personnel à la gestion des ressources humaines. On comprend que l'homme n'est pas un potentiel aussi. C'est un potentiel que l'entreprise a pour atteindre ses objectifs qui est le profit. Ce qui fait que le manager doit se reposer sur les compétences, les qualités de ses collaborateurs. S'il y a déjà un profit qu'il veut tirer auprès d'eux. Ce qui fait qu'il est obligé aussi de le mettre à l'aise, de le mettre à l'aise, avoir un comportement pour qu'il puisse amener l'équipe à travailler avec motivation, à travailler avec amour. Parce que dans toute structure, nous voyons des gens qui travaillent parfois pas motivés. Oh, vous êtes sûr que ce n'est pas la pression du manager qui peut faire évoluer les choses, parce qu'on a aussi ces managers ou ces entrepreneurs qui ne voient que la productivité. Vous ne produisez rien, vous n'avez pas la place, votre place au sein de son entreprise. Maintenant, vous venez d'évoquer une qualité qu'un manager doit avoir, l'écoute. Alors qu'on sait qu'on vient pour faire des profits. En quoi vous sentez que l'écoute, qui semble être assez sociable, qui semble assez humain, l'humanisme intervient de plus en plus dans l'intérêt, alors vous savez, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt, comme on a toujours dit, entre structures. Merci bien pour la question. J'ai évoqué le point de l'écoute. Pourquoi? Parce que pour qu'un collaborateur fasse ou donne le meilleur de lui-même, il y a des conditions. Ah bon? Il y a des conditions, raison pour laquelle il y a un psychologue, sociologue américain, Abraham Maslow, qui a établi une pyramide de besoins, qu'on appelle pyramide de Maslow. Il a identifié des besoins que l'entreprise doit offrir, ou le besoin auquel l'entreprise doit répondre pour que le collaborateur soit motivé enfin de donner le meilleur de lui-même.
Voyez-vous, si la structure vous donne ou vous met dans des conditions, vous êtes un peu dans l'obligation indirecte de produire. Par exemple, c'est d'ailleurs la base de cette pyramide, il dit pour que le collaborateur donne le meilleur de lui-même, vous devez, en tant que manager, répondre aux besoins physiologiques. Non, ce n'est pas le besoin financier, ça devient philosophique directement. Il a mis tout d'abord le besoin financier à côté parce que ça existe. Donc la priorité ne serait pas vraiment financière, elle serait philosophique. Bon, tout à fait. Parce que dans cette pyramide-là, il ne mentionne pas les finances. Parce que les finances sont là. Très bien. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pratique. Vous êtes là, vous recevez un coup de fil de la Banque mondiale, par exemple. On vous dit, monsieur Mwamba, c'est ça, vous êtes appelé pour venir donner un coup de main à la Banque mondiale et tout ça là. Voilà votre salaire, on vous donne 25 000 $. Ça vous plaît, non? Voilà. Par exemple, à chaque vacances, vous allez dans un pays de votre choix avec votre famille. Dès que vous tombez malade, on vous envoie dans un hôpital de votre choix, dans un pays de votre choix. Avantages sociaux. On vous donne tout ça là. Et puis on vous dit, vous commencez le travail à 4 heures, vous terminez à 23 heures. Ça c'est un. Et puis des deux, quand vous arrivez, vous n'utilisez pas votre téléphone. Et puis des trois, ici chez nous, dans notre bureau, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas d'installation sanitaire. Vous voyez que le 25 000 $, vous commencez à les balancer. Ce qui veut dire que l'argent... Tu peux abandonner les 25 000 $ pour les 800 $ là où il y a quand même des conditions humaines. Voilà. Alors, vous avez évoqué cette qualité d'écoute pour un bon manager, pour tenir dans l'entrepreneuriat. Alors, dans l'entrepreneuriat, dans le secteur où vous êtes en train d'œuvrer, quels sont les grands défis? Les grands défis, bon, moi, par exemple, je suis dans la blanchisserie, pressing. Ça fait qu'on rencontre des difficultés énormes auxquelles il faut faire face. Nous sommes à Kinshasa, on a un problème d'électricité. C'est ça. Voyez-vous. Donc, vous devez vous assurer que le délai, par exemple, que vous accordez à votre client doit être respecté pendant que vous n'avez pas d'électricité. Ouh là là. Par exemple. Vous l'avez dit, vous revenez le lundi. Ouais, vous lui avez donné un rendez-vous de 48 heures. Et dans les 48 heures, vous avez un problème avec la SNEL, vous faites comment? Ou soit il y a l'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc il y a toujours des défis à relever, mais on se bat toujours. C'est comme ça qu'on a dit au début que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il y aura toujours de nouveaux cas, des défis qu'il faut relever avec beaucoup de courage. Est-ce que l'appel à ces courages-là ne vous pousse pas des fois à renoncer vu ces défis que vous rencontrez? Vous vous dites, bah, en tout cas, dans le secteur où je suis formé, il y a plusieurs propositions dans votre secteur, surtout des ressources humaines. On les voit même dans la recherche d'emploi. Votre profil est tellement recherché, vous ne pouvez pas être à un moment aussi être tenté disant, bon, il y en a assez, comme coq en jambe, je retourne à mon premier amour. Bon, tout est question d'objectif. Et vous martelez sur votre objectif. Dans la vie. Donc vous avez dit, à cet âge, je ne serai plus travailleur chez quelqu'un. Ouais. Parce que vous dites que je vais quitter pour rentrer là-bas. Mais là où vous êtes, il y a sûrement un manager. C'est une structure qui ne vient pas de nulle part. Donc, quand vous craignez la concurrence des leaders en étant une fois manager et puis Comme vous l'avez dit, c'est un profil recherché. Moi, je trouve que c'est très difficile parce que quand vous venez dans une structure où il y a déjà un DRH, or, c'est lui la porte par laquelle il faut Donc vous écrase d'abord. Carrément, parce que vous venez en concurrence. Donc vous ne serez pas tenté d'y retourner? Je ne suis pas du tout tenté en tout cas. Ah, pas du tout tenté. Alors, les qualités d'un bon manager dans l'entrepreneuriat, dans le secteur, vous venez d'évoquer maintenant les différents défis que vous rencontrez au quotidien. Et ça nous pousse à comprendre comment vous arrivez à mettre en place ces équipes et la maîtrise que vous avez dans un secteur qui, au départ, n'était pas votre premier choix. D'accord. Personnellement, je trouve d'entrer dans leurs intérêts. L'intérêt de l'équipe. Parce que, comme je l'ai évoqué, il est toujours important d'amener l'équipe à l'atteinte des objectifs assignés.
Et pour y arriver, nous, en tant que manager, on doit répondre à certaines conditions pour les amener à bien travailler. Notamment l'écoute, comme je l'ai évoqué, la présence, c'est toujours important aussi d'être là. Être présent au bureau. Parce que la plupart des gens pensent qu'on est manager. On peut arriver à 11h et repartir à 14h. Ça dépend. Mais il est important d'être toujours là aussi. Raison pour laquelle dans les grandes structures, admettons dans une structure où il y a 500 employés, vous pensez que le manager peut avoir la possibilité d'être là à la base pour recueillir les informations de tout le monde, amener le travail comme il le faut, non? C'est comme ça qu'on fait appel au manager opérationnel. Donc, dans un secteur, on peut donner, pas seulement au DG ou des DG managers, mais il y a aussi des personnes à qui on peut léguer le pouvoir pour mener l'équipe. Les troupes. Alors, parlez-nous de l'implantation de votre entreprise et comment vous cheminez jusqu'à présent. Comment vous avez commencé? Bon, j'ai commencé très petit. Oh, très petit? Oui, je suis encore petit parce que les défis ou les objectifs... Ça dépend de votre vision. Oui. Vous voulez implanter votre entreprise dans le monde entier ou comment? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai commencé très petit et petit à petit... Bon, dites-nous très petit d'après vous. Les très petits, de votre part, peut-être très grands pour certains. Dites-nous les très petits en question. Il s'agissait de quoi? J'ai commencé avec moi-même et un collaborateur, tout simplement. Ah bon? On a ouvert une boîte avec beaucoup de difficultés. Si je veux vous étaler ça peut être compliqué. L'entrepreneuriat, c'est grave alors. Beaucoup de difficultés, mais avec le temps, on a commencé à dégager, parce qu'il y a de l'expérience qui vient aussi avec le temps. On a commencé à dégager certaines difficultés et petit à petit, on est en train de s'étendre. Donc vous avez commencé K2, votre entreprise, et aujourd'hui... Je ne veux pas dire combien on est, mais on n'est pas encore si grand que ça, mais on n'est plus 2, on n'est plus 3, on n'est plus 4. Ah, très bien. Donc, nous pouvons dire que c'était du one self-man, que vous avez tenté le tout pour le tout. Et la première, le premier versement locatif, vous l'avez trouvé au sein de votre activité ou vous l'avez récupéré ailleurs pour donner l'exemple à ceux qui veulent tenter aussi votre aventure? Merci. Ce qui est vrai, quand personnellement j'ai commencé, je n'ai pas directement, c'est un élément que je n'ai pas évoqué avant, je n'ai pas directement arrêté avec le travail que j'avais. Oh, mais c'est aussi une méthode que vous devriez aussi partager avec nous? Pas directement. On lance, comme on était à 2, ça signifie que le matin, moi j'allais au travail. Et puis, quand je quitte mon travail, je viens renforcer le Vous avez travaillé doublement? On commence à 2, oui, j'ai travaillé doublement. Ce qui fait que... C'était pendant combien de temps? À peu près 6 mois. Ce qui fait que toutes les difficultés qu'on rencontrait étaient suppléées, c'était par la collaboration, par les salaires. C'est comme ça qu'on dit que l'entrepreneuriat n'est pas facile parce que vous êtes parfois obligé. Imaginez-vous, vous ouvrez une structure et puis à la fin du mois, vous êtes incapable de payer les loyers. C'est un exemple que je donne. Et si vous n'avez rien, ça signifie que votre salaire, vous avez travaillé pour bénéficier de quelque chose, mais vous venez verser ça pour une structure qui ne produit pas encore. Oh là là, c'est ce que nous n'avons pas eu de votre part. Nous avons vu seulement que vous êtes chef d'entreprise et on vous félicite pour ça. Nous n'avons pas su que vous avez consenti autant d'efforts. Est-ce que dans l'entrepreneuriat, il faut souffrir? Bon, la souffrance n'est pas souhaitable dans tous les domaines ou secteurs, mais on se rend finalement compte que très souvent, pour atteindre le sommet, il y a toujours une dose de souffrance. Parce que quand vous entrez dans quelque chose, d'abord, vous ne la maîtrisez pas. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une situation, vous la considérez comme nouvelle. Et quand une situation est nouvelle pour vous, parfois, si vous n'avez pas de maîtrise, vous pouvez être déséquilibré et puis abandonné. Vous allez paniquer. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez nous parler vous allez parler de votre entreprise pendant 1 minute et nous faire comprendre les services que vous offrez jusque-là.
Merci bien. Notre structure, c'est Chavez Pressing. Chavez Pressing, Oui, Chavez Pressing. qui est à Kinshasa. Oui, qui est à Kinshasa, à des bonhommes. Ceux qui sont de ces côtés-là, ils connaissent. Nous avons choisi de laver les vêtements des gens. C'est le travail que nous avons choisi de faire. Et en contrepartie, nous avons quelque chose qui nous permet aussi de fonctionner et de vivre. Voilà. Donc, vous êtes dans la propriété, Voilà. mais de vêtements. Des vêtements. Ça signifie que, par exemple, il y a des jeunes, célibataires. Comme je l'ai dit, on identifie d'abord un problème et puis on vient apporter une solution. Il y a des célibataires qui n'ont pas le temps de faire la lessive, ou soit il y a des gens même qui sont mariés. Admettons, votre costume, vous n'allez pas le laver plutôt à la main. Vous êtes obligé de l'amener auprès d'une personne habilitée pour le faire. Et cette personne-là, c'est nous. En tout cas, et là, on a déjà évoqué les défis que vous rencontrez. Vous avez évoqué l'énergie comme un grand besoin et grand défi que vous rencontrez. Et nous allons nous poser cette question en termes fiscaux. Hein. Généralement, les entrepreneurs, surtout jeunes, ils se disent que la fiscalité congolaise est trop agressive. Est-ce que c'est le cas aussi pour votre secteur? Bien évidemment, ça c'est très très important. Vraiment, si on avait raté ça, ça m'aurait fait mal en pensant ça après cette émission. Nous sommes vraiment massacrés. Massacrés. Ça, c'est le terme est très fort. Parce que vous voyez une très petite structure et autant de services qui vous tombent dessus comme si c'était la pluie. Et ce n'est pas toujours évident. Vous avez les agents de l'environnement. Même l'environnement. Oui, il y a les gens des salons qui passent chaque samedi pour, entre guillemets, salon, mais qu'est-ce qu'on a fait de ça? On ne sait pas. Il y a la DGI qui est derrière vous, il y a la DGRAD qui est derrière vous. Il y a toute une panoplie de structures. Et pourtant, on pouvait carrément, l'État pouvait s'organiser à ce niveau. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes une béquille pour l'État. Mais l'État doit aussi tirer profit de votre profit. Vous profitez aussi de son espace. Effectivement, mais à quelle échelle, voyez-vous? Nous sommes une béquille pour l'État. Quand vous allez dans la plupart des pays et tout ça là, le chef de l'État lui-même l'a évoqué, il a dit l'État ne peut pas engager tout le monde. Tout le monde. Ce qui fait que quelqu'un qui prend l'initiative d'engager une ou deux personnes, c'est déjà une charge de moins pour l'État. Ça signifie que personnellement, ou les entrepreneurs apportent aussi quelque chose en profit pour l'État. Voilà. En tout cas, le mot massacré me semblait très fort, mais je n'imaginais pas la peine que vous avez chaque mois ou c'est périodique, ces genres de pression fiscale. Bon, la pression fiscale, ça dépend d'une structure à une autre. Il y en a d'autres qui sont périodiques et d'autres hebdomadaires. Comme les salons. Salons, c'est hebdomadaire. Il y a d'autres aussi, c'est chaque mois. Il y en a d'autres même qui passent. Hein, quand vous essayez d'entrer dans la profondeur, ils ne sont même pas envoyés par leur... Mais il faut aussi être malin quand on est entrepreneur. Oui. Vous trouverez même les escrocs qui viennent au nom de l'État. Au nom de l'État, quand ils viennent, on nous a envoyé, voilà, présenter ceci. C'est le même document qu'on présente chaque mois. Et on se dit, ben, finalement, c'est quoi? Et quelle est la place de la formation dans un secteur où on n'avait pas assez beaucoup de maîtrise et qu'aujourd'hui, on commence à manager les équipes pour un profit et vous vivez de ça? Merci. La formation, elle est très importante. Quand vous voulez vous lancer dans une structure ou dans un domaine que vous ne connaissez pas, il est toujours important d'approcher des personnes qui ont fait ça avant vous. Pour ma part, j'ai quand même eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait le même travail. Il s'est ouvert. Sans calcul. Il ne me connaissait pas, je l'ai approché, j'ai dit, monsieur, voilà, moi je suis tel, je voudrais faire ça. Qu'est-ce que je peux avoir? J'ai besoin de quoi pour faire? Donc, une personne ressource, sans vous imposer à payer quoi que ce soit. Et ce n'est qu'après que moi-même, je me dis, ça c'est un père, donc je me comporte aussi en conséquence. Donc il est toujours important d'approcher des personnes qui ont commencé avant vous, demander conseil et orientation pour y arriver. En tout cas, il ne faut pas y aller parce que je veux ça
et je m'élance. Il vous a prodigué conseil, il vous a donné les pour et les contre, et vous en avez tenu profit. Alors, nous sommes en train de chuter. Cette question ne devait pas manquer à notre live de ce jour. Est-ce que vous avez des projets d'avenir? Effectivement, les projets d'avenir, il y en a dans plusieurs domaines, mais la plus grande difficulté, comme on l'a évoqué, c'est le financement. Vous pouvez avoir 10 572 projets en tête, mais l'étaler sur la table et être vraiment en train de travailler là-dessus, ça demande des moyens. Tout en sachant que nous sommes dans un système où l'accès, par exemple, au crédit n'est pas évident. Vous pouvez avoir un projet, mais bon, ce n'est pas toujours évident. Du coup, c'est avec les moyens de bord qu'on essaie encore de se sacrifier, de se concentrer pour atteindre d'abord les objectifs présents et puis ceux qui vont venir. Alors, donc, nous pouvons rester sur les objectifs à court terme. Ce serait quoi? Étendre votre entreprise dans combien de communes à Kinshasa? Pourquoi pas les 24? Voilà. Hugo Ngoy, en tout cas, vous êtes directeur général des Chavez Pressing. Chavez Pressing, c'est en anglais. Ouais, bon, c'est Chavez, moi c'est Hugo, comme il y a eu un ancien président vénézuélien. Hugo Chavez. Hugo Chavez, oui. C'est un nom qu'on m'avait collé. Ah d'accord, donc c'est c'est ce qui accompagne comme Victor Hugo, et vous, on vous a collé Chavez Hugo. Hugo Chavez. Et moi, pour essayer un peu de me cacher, cacher mon nom, j'ai préféré mettre Chavez. Hugo. Voilà. Alors, Chavez Pressing, c'est votre entreprise. Merci pour vous et tout ce que vous avez partagé avec nous comme expérience d'un ancien employé jusqu'à devenir employeur et mener des troupes et les qualités que vous nous avez fait montre pour être un bon manager. Merci d'avoir été le nôtre. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu sur ce beau plateau de EducTV. Nous croyons que ce n'est pas la dernière. Je vous en prie. Ok. Nous continuons EduCsoir pour cette fois-ci recevoir aussi Chanchan Moutoupa. Avec Chanchan Moutoupa, nous allons évoquer de la pollution sonore. Quand est-ce que ça devient une pollution? Quand est-ce que ça devait déranger? Est-ce que la pollution sonore ne provient que des églises et des bars qui polluent le Kinshasa? Avec Chanchan, nous allons comprendre aussi d'autres formes de pollution que nous ne nous rendons même pas compte que ce sont des pollutions sonores. Nous prenons la virgule. On se retrouve sur ces plateaux. Ce seraient les dossiers de la soirée. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate.
Il s'amène toujours avec un dossier. Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble avec Chanchan Moutoupa qui vient se joindre à nous sur ces plateaux pour évoquer la pollution sonore à Kinshasa. Chanchan Moutoupa, bonsoir. Bonsoir, Dewar Mwamba. Et c'est à chaque arrivée de ministre de l'Intérieur, il faut commencer au sommet, qu'il vise la réduction de la pollution sonore. À l'arrivée de chaque gouverneur, je peux le dire, heureusement que vous êtes un kino attitré, nous pouvons commencer depuis Godard Motemona. Avant même Godard. On peut Jacques Mbunda. Voilà. On peut retrouver les opérations pour réduire la pollution sonore. Revenons aussi pour les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa. Ils viennent toujours avec la récupération des haut-parleurs, la réduction, la sensibilisation. Mais Chanchan, nous vivons quelle forme de pollution sonore? Et c'est votre dossier et la thématique du jour, pollution sonore à Kinshasa, cause et solution. Donc voilà, on essaye de réduire la pollution sonore dans la ville de Kinshasa par les tapages ou le brouhaha produit par les terrasses, les bars, deux fois les églises aussi. Mais on ne se rend pas compte que nous vivons dans cette pollution sonore partout, dans chaque coin d'avenue, dans chaque coin de rue, dans les entreprises même. Oh ça, c'est une révélation. Je savais que ça allait t'étonner, mais... Dans les entreprises, il y a aussi des pollutions. Il y a aussi, des pollutions sonores. Les industries, Okay. même les entreprises aussi, connaissent ce que nous traitons aujourd'hui, la pollution sonore. Ah oui. Nous allons revenir aux églises et autres bars. Cette situation-là perdure parce qu'il n'y a pas de mesure de suivi. S'il faut expliciter ce que je disais tantôt, à chaque point de rue, il suffit de vous promener sur la ville de Kinshasa. Vous avez du bruit à tue-tête sur les routes d'abord. Les conducteurs, ils klaxonnent à tort et à raison. Est-ce que là aussi c'est une pollution sonore? C'est une pollution sonore. C'est vraiment récurrent dans la ville de Kinshasa. Vous verrez, je connais, il y a de bons conducteurs que je connais, par exemple, qui ne vont pas me contredire, tels que Martin Bomembi. Oui, il dit on ne klaxonne On ne klaxonne pas n'importe quand, n'importe comment. Mais ici, dans cette ville, vous verrez un grand camion avec un klaxon qui porte, qui pollue, qui fait même mal aux oreilles. Vous klaxonnez à un coin de rue parce qu'il y a un véhicule qui s'est arrêté juste devant. Et vous trouverez en face, il y a une école. Il y a les enfants qui sont en train d'étudier. Il y a un hôpital. Oui, on ne se rend pas compte. Hein? On ne s'en rend pas compte. Or, ça fait partie aussi de cette pollution, de cette nuisance sonore que nous vivons chaque jour dans cette ville de Kinshasa. Donc, les rues de Kinshasa, le véhicule ou ceux qui roulent à Kinshasa, effectivement. Ils peuvent aussi être interpellés pour pollution sonore. Oui, là nous allons aller vite en besogne si j'entamais les solutions. Et il y a aussi les églises, nous ne les oublions pas, ainsi que les terrasses, mais aussi les industries. Vous voyez, par exemple, du côté de Kingabwa, où il y a plusieurs entreprises ou industries, vous verrez les gens ou le personnel travailler dans un brouhaha, des machines qu'on ne sait pas supporter. Alors qu'à l'époque, c'était une zone industrielle. On pouvait bien comprendre parce qu'on sait qu'ici, on se permet parce que c'est notre zone. Vous n'avez pas l'obligation de venir habiter ici. Non seulement une nuisance sonore pour les riverains, mais aussi pour les travailleurs eux-mêmes. Il est démontré qu'un individu, en son lieu de travail, ne peut pas être exposé à au-delà de 80 décibels sur 8 heures. Et si cette personne est exposée à ces décibels, grandissant autour de 80, 90, voire 120, cette personne-là est exposée à plusieurs maladies. Oh là là. Oui, nos usines, d'ailleurs, dans les usines ou les industries européennes, on prend le temps de donner à ces travailleurs qui sont exposés à ces genres de travail des casques pour protéger leurs oreilles et le corps, parce qu'on ne voit que les oreilles. Or,
ces oreilles-là sont, si elles sont exposées à des décibels autant élevés, peuvent provoquer plusieurs maladies. Donc, on ne sait pas respecter ça, mais ici chez nous, dans la ville de Kinshasa, avec le tapage, notamment les klaxons des véhicules, mais à côté de cet aspect de choses, vous êtes d'accord avec moi, vous vous promenez à Kinshasa, vous verrez quelqu'un placer un grand baffle à l'extérieur pour vous dire Tozo Chaba Mbanzembo, Tozo Salaba. On appelle ça encore aussi blindé, on appelle quoi? Cash, oui, Tozo Teka Anticasse blindé, Anticasse blindé plus forte qu'Anticasse ordinaire. Et là, on monte le volume avec autant de décibels qui peuvent nuire à la santé des personnes qui sont exposées pendant un long moment. On se rend pas compte, vous et moi, nous sortons tous les jours et donc nous sommes exposés parce que les enfants vont à l'école tous les jours et les enfants rencontrent ça. Nous, en tant que parents, nous travaillons, nous sortons tous les jours, nous sommes exposés à cette pollution-là et avec le risque que plus tard, nous connaissions plusieurs maladies. Au-delà de tout cela, vous verrez une église où il n'y a que 4, 5, 10 fidèles, mais on vous expose de baffles à l'extérieur qui polluent toute une rue, toute une avenue. Et si vous essayez d'aller interpeller les pasteurs, on vous dit quoi? Vous êtes dans les sciences occultes, moto, ndezo, tumbae, yangoazo, supporté, il vient. Et vous qualifiez de sorciers. On vous qualifie de sorcier, vous avez autant de qualificatifs, alors que vous êtes en train de militer pour sauver de vies. Parce que la nuisance sonore amène des maladies, et cela éprouvé par des chercheurs à travers le monde. Chanchon Moutoupa, c'est une culture. Hein? Kinshasa est réputée d'une ville ambiante, une ville vivante, et elle est caractérisée par ces bruits-là. Quand on est à Kinshasa, pour ceux qui ont été à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, Mbujimaï, il vous dira que Kinshasa est à la Ramakelele. Est-ce que ce n'est pas aussi atténuer ces côtés culturels de Kinshasa s'il faut à chaque fois réduire cette sonorité, cette sonorisation? Moi, je pensais que tu allais me dire que quand vous faites un tour dans les boîtes de nuit, la musique, elle est tout le temps forte. Mais le vrai problème n'est pas qu'on ait cette musique-là ou encore cette ambiance-là à la quinoise. Mais le problème, c'est que nous sommes exposés. Alors. Exposés. Et j'ai pris le cas de ceux qui travaillent dans les industries où il y a du bruit. On le dit bien, les chercheurs ont dit, si vous restez exposé... plus de 80 décibels. Si vous restez exposé durant 8 heures et pendant des jours, ça vous pose des problèmes de santé. Alors, mais seulement, cette façon de caricaturer la ville de Kinshasa ou encore de caractériser la ville de Kinshasa pouvait être bonne si les gens se rendaient, par exemple, dans les concerts. Parce que dans un concert, vous n'allez pas y passer 8 heures du temps. Non, vous n'y êtes pas chaque jour. Je me référais à un documentaire où on passait avec, je ne sais pas quel outil, pour prélever des décibels dans une salle de discothèque, boîte de nuit. Oui. On vous laisse jouer, on vous dit, écoutez, vous ne devez pas atteindre 60 décibels. Très bien. Mais nous, chez nous, vous allez acheter les plus performants des haut-parleurs. Pour faire plus de bruit pour rajouter des volumes, jusqu'au point que non, il faut encore renforcer notre puissance. On est le voisin, là, Zoliabiso et tout ça. Et personne ne s'en rend compte que c'est amplifier aussi la maladie. Certains pensent que c'est juste exposer les oreilles. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que nous connaissons beaucoup de cas d'hypertension. Les AVC, par exemple, c'est l'une de causes de ces AVC sont aussi l'exposition
Donc, à quand cette vous exposez pollution. vos oreilles. Oui. Au-delà du sucre, quand on parle du sucre, les gens pensent qu'il C'est faut très dangereux. manger, tout ça, c'est quand on veut... C'est à la suite d'un régime alimentaire qu'on peut contracter le diabète. Non, ne vous en faites pas. Non, ne nous amenez pas là. Ne nous amenez pas là, Chouchon. Je vous l'ai dit. Être exposé aux décibels très élevés vous expose aussi au diabète. Donc, il y a autant de maladies qui se développent comme ça. Par lui. Dans une ville comme Kinshasa, c'est par lui que ça commence. Donc, nous devons comprendre que nous sommes très exposés et il faut trouver alors qu'il existe déjà des solutions. Il existe de solutions. Alors là, vous passez directement sur votre proposition des solutions. Généralement, on l'a vraiment attaqué avec des campagnes, des sensibilisations. On a traqué même des haut-parleurs dans les églises. Mais ça ne change pas. Changeons tout pas. Qu'allons-nous faire? Nous devons boucher nos oreilles pour ne pas s'exposer. Et c'est aussi un risque, un danger. Vous risquez d'être percuté en pleine route parce que vous n'êtes pas en train d'écouter. Et là aussi, c'est qui se promène avec la nouvelle tendance, hein, les oreillettes sans fil. Et là aussi, on n'en sait pas. Et heureusement que l'intelligence artificielle, oui, peut vous avertir. Hein, mais attention, ça devient dangereux votre temps d'écoute. D'entrée de jeu, j'aimerais parler de l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui est en train de lutter contre la pollution sonore dans la ville de Kinshasa. Toutes les opérations que vous voyez, que vous avez dit dès l'entame de notre entretien, Kinshasa zéro pollution puise son essence sur cet édit-là, du 9 octobre 2012. Donc, sur le plan légal, il y a déjà un texte qui parle et qui lutte et qui traite de la question. Et juste que nous devons, ou les autorités doivent savoir ou mettre en place des stratégies pour que cet édit soit respecté. Vous avez parlé tantôt d'un documentaire que vous avez suivi où il y avait des gens qui entraient avec des appareils pour contrôler le volume de décibels dans les bistrots, boîtes de nuit et tout cela. Donc, les dirigeants, notamment ceux de la ville de Kinshasa, doivent mettre en place des stratégies. Vous n'allez pas venir condamner une personne qui use de cette nuisance sans pour autant lui dire qu'est-ce qu'il a atteint comme degré de nuisance. Très bien. Donc, voilà. C'est sur base de quoi? Sur base de quoi vous me dites que non, je suis en train de polluer. J'ai le droit d'écouter la musique. Ici, c'est un bistrot. J'ai payé de droit pour avoir ma boîte de nuit. Je dois avoir ma terrasse et tout ça. J'ai payé et je continue à payer. Pourquoi vous venez m'interdire? Non, nous devons d'abord, l'État ou encore le gouvernement provincial doit chercher des solutions de stratégie, entre autres, s'octroyer ces machines-là capables de mesurer le volume des décibels pour dire que tel a enfreint la loi, vous avez pollué et tel n'a pas pollué. Donc, ça, c'est la première stratégie. La seconde, c'est une sensibilisation. Une sensibilisation qui passe par les médias, mais aussi par les acteurs ou les pollueurs eux-mêmes. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la COP. On a parlé de COP 24, 25 et tout ça. On réunit le monde entier, on réunit les pays pollueurs et le pays non pollueur pour essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, ceux qui sont considérés comme pollueurs, notamment, on aime bien citer que les églises ou encore les terrasses et bars et autres. Mais il y a aussi, même les conducteurs. Il y a aussi les conducteurs qu'il faut sensibiliser, recycler s'il faut le faire, leur dire quand est-ce qu'il faut klaxonner, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Je suis tombé sur un conducteur qui klaxonnait juste pour se faire plaisir. Oui, deux fois, à chaque 5 mètres, il doit klaxonner pour se faire plaisir. Or, peut-être bien que
ce monsieur-là ne sait pas qu'il est en train de polluer l'atmosphère ou l'environnement avec ces bruits-là, avec ces volumes de décibels. J'ai essayé de savoir quel est le volume des décibels moyens produits par la ville de Kinshasa. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de données, mais je pense que les autorités doivent user de cette sensibilisation à tous les niveaux, en commençant par là où c'est facile, notamment les églises, les tenanciers. Il ne suffit pas de venir seulement sanctionner sans pour autant sensibiliser. Il faut commencer par une bonne sensibilisation. C'est que j'ai apprécié hier sur l'avenue du tourisme. J'ai vu des policiers postés entre Kitambo Magasin et Chanik qui disaient hier soir... qui disaient hier soir aux conducteurs, que ce soit de moto et autres voitures, monsieur, aujourd'hui on vous laisse passer, mais sachez-le, demain matin, nous revenons avec le système de sens unique. C'est ce qu'il faut faire. En amont, il faut commencer par sensibiliser les pasteurs, les tenanciers de terrasses, bars et autres, et aussi les conducteurs, ceux qui utilisent la route tous les jours. Il faut les sensibiliser, et c'est seulement après cette sensibilisation que la sanction pourra suivre. Et nous, en tant que médias, nous sommes très disposés de travailler avec l'autorité ou les autorités pour une plus large sensibilisation. C'est tout pour votre participation ce soir. Déjà. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là, en tout cas, avec ces belles propositions. On ne savait pas du tout que l'entre-santé était tellement exposé jusqu'à ce point-là. Merci de nous rappeler toujours avec ces informations utiles pour notre quotidien. Merci d'avoir été là. C'est plutôt à moi de vous remercier, parce que chaque mardi et jeudi, quand je partage avec vous ces beaux plateaux, et j'apprends aussi, donc non seulement sur mes dossiers, les dossiers sur lesquels je viens exposer, mais aussi sur ce que différents intervenants et invités apportent sur ces plateaux, comme tout à l'heure avec notre frère jeune entrepreneur. En tout cas, Hugo Ngoy m'a beaucoup édifié, et pour dire que c'est un plaisir d'être sur ce plateau d'Educ-Soir. Merci beaucoup également à vous, très chers téléspectateurs. Educ-Soir, c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui a, en tout cas, travaillé d'arrache-pied pour vous produire cette tranche vespérale. Je ne saurais citer tout le monde, mais comprenez là où il se retrouve. Merci à l'équipe Educ-Soir. Au revoir, on se retrouve très prochainement.